de recherche en tant que telle, à la légitimité de rendre la parole audible pour ces lesbiennes. Et donc, aujourd'hui, je pense que par votre présence, vous confirmez cette légitimité-là. Même si j'ai pu avoir ma thèse, donc une certaine reconnaissance d'un jury de thèse, pour moi, la plus grande fierté peut-être, et c'est celle-là. Donc sortir au-delà des murs de l'université. Quoi d'autre? Je pense à chaque fois à toutes celles qui m'ont confié, donc c'est partie de leur vie, à la fois pour pouvoir exister, et je me rappelle que très récemment aussi à Violette Info, une lesbienne d'origine maghrébine qui m'a dit « merci de me faire exister ». Donc ça veut dire beaucoup de choses. Et comme tu l'as dit, Fatima, donc ce n'est pas, et je confirme, donc le besoin de celles qui ont accepté de faire ces entretiens, c'est une chose qui n'était pas forcément une chose évidente, donc des refus, y compris de l'outil sociologique de se faire enregistrer, y compris sonore, au-delà de l'image. Donc toutes ces précautions, cette crainte justement à ce qu'on dévoile ce qu'elles n'ont pas envie de dévoiler. Et j'ai estimé donc pareil de respecter, c'est pour ça que dans la thèse j'ai abordé les deux aspects, celles qui ont accepté de faire des entretiens semi-directifs, ce qu'on appelle semi-directif formel, et informelles, c'est-à-dire celles qui ne voulaient pas être enregistrées, mais pour lesquelles ils ont accepté de parler de leur expérience lesbienne. Donc ça, c'est l'aspect à la fois de rendre légitime ce qu'on appelle en sociologie l'objet, je suis désolée du terme, mais c'est ça, objet, mais qui va se transformer en réalité en sujet parlant. Et donc ça fait penser à Spivak, et que les subalternes peuvent-elles parler? Donc les lesbiennes, certaines lesbiennes peuvent-elles parler? Elles veulent parler. Elles veulent parler sous certaines conditions. Donc la condition justement de respect, justement, même si c'est une liberté, certes peut-être sous contrainte, mais parce qu'il y a d'autres éléments à prendre en considération. Il n'y a pas que la question de l'orientation sexuelle qui va déterminer leur vie. Et donc, on va aborder forcément la question de l'intersexualité des rapports sociaux. C'est qu'il y a la question de l'orientation sexuelle, mais il y a aussi le fait d'appartenir à une minorité minorisée et qui subit aussi des discriminations multiples, à la fois en tant que femme, donc discrimination de genre, et en tant que, elles se disent parfois arabes, musulmanes, en France, aujourd'hui. Donc c'est cet ensemble-là, donc cette imbrication, au-delà de l'intersexualité en tant que concept, c'est l'imbrication de ces rapports qui va déterminer finalement ce que j'ai appelé une nouvelle façon d'être lesbienne, de se réinventer au quotidien, une façon propre d'être lesbienne, pour à la fois tenir cet équilibre-là de loyauté filiale, de tenir à leur famille, tout en étant lesbienne en tant que telle. C'est-à-dire pas semi-lesbienne, mais il y avait un moment, j'ai parlé de lesbienne en devenir, mais par rapport à une certaine façon de voir de l'être lesbien. Notamment par rapport à un coming out formel, voilà, je suis lesbienne, et excusez-moi du terme, mais je peux me permettre, je ne suis pas à l'université, et j'emmerde le monde. Et donc, il y a cette façon, est-ce qu'elle est particulière? On ne le sait pas, mais au moins, toutes ces femmes que j'ai rencontrées, ces lesbiennes, veulent exister ou ne se retrouvent pas de toute façon dans le lesbianisme majoritaire. Voilà. Je ne sais pas quoi d'autre. Tu peux me relancer, vas-y, je ne sais pas ma question. Parce que
Tout ce que je voulais dire, il est écrit, et donc je ne sais pas quoi dire d'autre. Je sais pas, allez-y, je sais pas, une question, lancez-moi. Est-ce que vous voulez savoir particulièrement, pour celles, ceux qui n'ont pas lu? Oui. Comment vous en êtes arrivé à cette recherche? Alors comment? D'accord. Comment? Donc, il y a eu une phase de recherche documentaire qui est très difficile parce que je partais de presque de rien. Et puis la phase la plus importante, donc c'est une recherche plutôt inductive, c'est-à-dire partir du terrain pour pouvoir théoriser. Et dans ce cas-là, il fallait de la patience, il faut de la confiance, et donc j'avais plusieurs pistes d'entrée pour avoir ces entretiens. Il y avait un moment internet avec un forum de discussion, je dirais de lesbiennes originaires, particulièrement originaires du Maghreb, à la fois qui sont migrantes et issues de l'immigration. Donc je participais au forum et dans un second temps, j'ai pu les rencontrer. Donc, et certaines ont accepté de faire des entretiens formels. Il y a un autre aspect, donc c'est les listes de diffusion. Donc j'ai demandé clairement que j'étais en thèse et que je cherchais à interviewer des lesbiennes d'origine maghrébine. Donc j'ai eu ça. Et après l'effet boule de neige, c'est-à-dire de demander s'il y a d'autres personnes qui seraient intéressées. Et puis l'entourage aussi, donc il y a une partie de l'entourage. Donc un certain nombre de... Et puis des observations participantes, c'est-à-dire je sortais dans des lieux festifs et du coup j'ai fait un peu du faciès, contrôle au faciès, c'est pas une contrôle, mais une enquête au faciès, mais j'exagère, mais je voyais bien, enfin j'écoutais et j'intervenais pour dire voilà clairement que je faisais un travail de thèse et voilà. Et puis voilà, d'autres éléments. J'ai raconté à votre question. Voilà. D'accord, merci. Il y aura vraiment un temps qui vous sera complètement dévolu et réservé aux questions. On voulait juste d'abord faire un point vraiment sur les différents éléments qu'elle aborde, que Salima Amari aborde dans son livre. Et d'ailleurs, juste après, il y aura une possibilité, si vous le voulez, d'acheter le bouquin et de l'avoir dédicacé par Salima Amari. Et bien sûr aussi de continuer les discussions plus ou moins formelles et informelles. Alors moi j'aimerais commencer par une citation de l'ouvrage de Salima, qui est en fait une citation qui arrive dans la conclusion, qui est la suivante. Dans cet ouvrage, j'ai interrogé la manière dont les rapports sociaux de sexe, de race et de classe influencent la construction sociale du lesbianisme à travers l'analyse de la carrière lesbienne et des relations familiales. Alors pour celles qui ne sont pas, familières avec la notion d'intersectionnalité, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que la question de l'imbrication des rapports de sexe, de genre et de classe, ça, en général, on le recoupe sous le terme intersectionnalité. Alors c'est un mot qui est apparu à la fin des années 90 d'une autrice qui s'appelle Kimberly Crenshaw. Qu'est-ce qu'elle voulait faire? C'est une afro-américaine qui explique simplement qu'en fait, le terme féminisme ou parler des afro-américains ne suffit pas pour parler de la question spécifique des femmes noires aux États-Unis. C'est pas la première. Il y a une autre autrice qui s'appelle Bell Hooks qui a écrit un livre qui dit « Ne suis-je donc pas femme ?» C'est le titre de son livre. Et elle parle d'un constat qui est le suivant. Quand on parle des féministes, on parle des blanches. Et quand on parle des noirs, on parle des hommes. Et elle dit, moi qui suis une femme noire, où est-ce que je dois aller? Le féminisme blanc ne me défend pas. Et la cause afro-américaine ne suffit pas non plus à me défendre. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? C'est cette imbrication plutôt qu'une accumulation en fait, des identités qu'un certain nombre d'autrices vont chercher à interroger. Je dis articulation et pas simplement accumulation, parce que le fait d'être une femme, le fait d'être arabe, le fait d'être noir, le fait d'être immigré, le fait d'être pauvre, le fait d'être sans papier, c'est pas simplement, ça ne s'additionne pas, ça s'articule en fonction des interactions et des situations spécifiques. Et ici, on a une configuration tout à fait spécifique qui est celle des femmes lesbiennes issues de l'immigration ou directement migrantes. Et la question, c'est de savoir finalement quels sont les éléments qui dominent le plus ou comment finalement ça se goupille et qu'est-ce que ça permet de constater. Alors, on va faire un peu dans l'ordre, dans genre, race et classe. On va commencer par la question du genre. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle part du constat que pour beaucoup des lesbiennes maghrébines, que ce soit d'ascendance maghrébine d'ailleurs ou des primo-migrantes,
eh bien, il y a des jeux avec la question du genre. Quand elles sont enfants, c'est plus la figure du garçon manqué qui se développe, parce que le fait d'être un garçon manqué permet d'investir plus longtemps des espaces qui sont des espaces publics et qui sont considérés comme étant des espaces réservés aux garçons. Au début, quand elles sont enfants, il y a l'idée que finalement les petites filles comme les petits garçons sont asexués, donc ils peuvent accéder à l'espace public, ils peuvent aller jouer dehors en gros, et dès que les femmes sont pubères, prépubères, on leur dit bon, à un moment donné il va falloir rester à l'intérieur du domicile parce qu'il y a d'autres enjeux qui commencent à poindre le bout de leur nez. Donc comment est-ce que ça va s'articuler? Il y a un certain nombre de lesbiennes, je ne sais pas si elles se définissent comme lesbiennes encore à ce moment-là, mais en tout cas de ces jeunes filles qui vont utiliser l'apparence d'un garçon manqué ou finalement la carte de la fille sérieuse pour essayer de négocier comme ça des marges de liberté avec leur famille et l'investissement de l'espace public. Mais il se trouve que cet effet de garçon manqué, il va très vite être limité. Pourquoi? Parce que en grandissant, le fait d'être très masculine va être considéré comme un potentiel marqueur d'homosexualité. Et donc ce qui était valorisé au départ et ce qui leur permettait d'avoir des marges de liberté, finalement commence à devenir potentiellement négatif à partir du moment où elles sont identifiées ou potentiellement identifiables comme étant des lesbiennes. Ça commence aussi à du coup jouer différemment parce que lorsqu'elles veulent passer comme étant undercover, c'est-à-dire ne pas être identifiables comme étant des lesbiennes, elles vont avoir tendance à être très féminines. Cette féminité qui est totalement entendue de l'autre côté de la Méditerranée, où finalement les femmes lesbiennes ou attirées par d'autres femmes ou bisexuelles sont assez souvent féminines parce que ça permet de déguiser aussi des amitiés, enfin, des relations amoureuses en amitié. C'est pas du tout choquant d'accueillir une copine à la maison, de dormir avec elle dans le même lit. C'est pas choquant d'aller dormir chez elle, c'est pas choquant d'aller au cinéma. C'est tout à fait même bienvenu. Ah, c'est très bien, elle est entourée que de filles, c'est très très bien, on n'a pas de soucis. Elle est loin des garçons, donc c'est parfait. Et donc elles vont jouer de cette hyper-féminité de manière à pouvoir négocier et à pouvoir passer en dessous des radars. Sauf que pour un certain nombre d'entre elles, quand elles arrivent ici, quand elles arrivent en France, quand elles arrivent aussi dans les milieux de sociabilité comme la mutinerie, les milieux de sociabilité lesbienne, il y a d'autres formes de normes qu'on appelle aussi l'homonormativité. C'est-à-dire qu'il y a des règles, des façons de faire, des façons d'être, des façons d'agir qui sont spécifiques aussi au milieu lesbien. Et quand elles arrivent avec leur tenue hyper féminine, je ne vois pas de qui on parle d'ailleurs, n'est-ce pas Sabrina, donc il y a aussi un renvoi à tu ne corresponds pas aux normes qui sont ici, qui sont plutôt celles d'être androgyne, d'avoir des cheveux courts, ou ne serait-ce que la façon d'interagir qui est complètement différente que la manière d'interagir au Maghreb. Au Maghreb, on va peut-être avoir tendance à se cacher quand on a une relation avec une femme. Ici, du coup, les normes et les codes seront légèrement différents. Donc on voit comment la question du genre, donc ce premier pas entre genre, race et classe, varie en fonction du moment de leur vie, quand elles sont jeunes et quand elles sont plus âgées, et en fonction du lieu où elles sont. Là-bas, c'est un avantage. Ici, ça peut être un désavantage, notamment lorsqu'elles essaient de rencontrer une autre femme, parce qu'elles sont suspectées d'être hétérosexuelles. Cette suspicion d'hétérosexualité, elle va savoir comment finalement il y a aussi des normes qui vont se confronter en fonction du milieu dans lequel elles évoluent et du milieu dans lequel elles arrivent. Le deuxième point qui est aussi intéressant, c'est de voir que les primo-migrantes, elles sont un petit peu avantagées ici, parce qu'en fait, elles sont loin de leur famille. Elles arrivent ici, cet éloignement géographique leur permet de se couper les cheveux, d'avoir un look beaucoup plus androgyne, et de ne pas se soucier de « Ah, est-ce que finalement ma famille va me détecter si je m'habille ou si je me comporte comme ça ?» Et là, se pose la question d'un autre élément qui est le deuxième pan du genre, race et classe, la question de la classe. Parce que la question de la migration, et Salima Marie en parle très très bien dans le bouquin, il y a vraiment aussi une question sociale à laquelle je ne m'étais pas forcément interrogée. Elle explique que parmi ces migrantes, en fait, du Maghreb, elles ont aussi un profil sociologique particulier, elles ont une classe sociale, une classe économique particulière. Pour les lesbiennes marocaines, elles s'aperçoivent que ces migrantes, ces primo-migrantes marocaines, généralement sont issues de classes aisées. Elles ont fait des lycées français qui sont très chers. Elles ont été du coup aussi baignées dans un milieu culturel, elles ont eu accès à Internet très tôt, qui leur a permis aussi de se familiariser avec le milieu lesbien de par le monde et de savoir au moins que ça existait. Ça leur a aussi facilité l'arrivée en France. Le fait d'avoir quelqu'un qui peut vous payer votre déplacement, votre billet d'avion, vous payer les études, le loyer lorsque vous allez arriver en France, ça joue énormément. Il y a une autre constatation qu'elle fait avec la question des Algériennes. Les Algériennes primo-migrantes, elles, sont de classe sociale légèrement moins importante, plutôt populaire ou plutôt moyenne. Interrogées, hein. Interrogées, oui. Absolument. Et là, en quoi est-ce que du coup ça joue? Parce que si pour les lesbiennes algériennes, ou celles en tout cas qui sont d'un milieu social un petit peu moins privilégié,
l'accès à la France, c'est aussi un moyen finalement d'avoir une ascension sociale, culturelle et économique. C'est-à-dire que, vu qu'elles sont d'un milieu populaire là-bas, venir ici faire ses études, venir ici trouver une forme de travail, ça participe à une mobilité sociale ascendante. Alors que pour celles qui sont déjà d'un milieu privilégié, qui étaient de Tunisie ou qui étaient du Maroc, arriver en France, c'est aussi une forme de déclassement économique. C'est aussi une forme de déclassement social. Elles avaient un niveau de vie extrêmement confortable. Elles auraient très bien pu rester là-bas. Du coup, leur migration est avant tout suscitée par l'envie de vivre leur vie lesbienne et leur carrière lesbienne. Peut-être que tu nous diras un peu plus pourquoi est-ce que tu utilises ce terme, leur carrière lesbienne en France. Donc on voit que du coup, pour les lesbiennes algériennes, ou en tout cas celles qui sont issues d'un milieu populaire et qui sont des primo-migrantes, venir en France et avoir une sorte d'ascension sociale, ça permet un tout petit peu de compenser et l'expérience du racisme qu'elles vont faire en France, et la violence de l'exil, et la violence aussi de l'éloignement familial. Elles ont tout ça évidemment, les lesbiennes d'un milieu aisé, et elles doivent aussi rajouter à ça la question du déclassement. Comment est-ce que finalement elles vont réussir à articuler la question de la classe et la question de la race ? Moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant quand tu dis, et c'est posé ça comme ça, là, voilà, la majorité des femmes maghrébines, d'ailleurs issues de l'immigration ou migrantes, eh bien sont en couple mixte. Couple mixte, en l'occurrence ici, ça voulait surtout dire avec des femmes blanches. Et c'est là où je trouve que la question de la classe et la question de la race sont particulièrement intéressantes. Elle explique que pour les femmes, finalement, les femmes de milieu aisé, se mettre avec des femmes blanches, c'est une manière d'entretenir une endogamie de classe, en fait. De rester dans la même classe sociale, même si ce n'est pas la même culture. Parce que les femmes d'un milieu aisé, primo-migrantes, ont aussi des stratégies de distinction vis-à-vis des femmes maghrébines qui se trouvent sur le territoire français. Il y a la logique de dire, il y a elles et il y a nous. On n'est pas pareil, nous on est dans les lycées français, ces filles-là, elles vont avoir un autre état, c'est un autre habitude, c'est une autre manière de faire, elles sont peut-être issues de banlieue. Et pour la plupart des femmes interrogées qui sont des natives, elles sont d'un milieu très populaire. Leur père est ouvrier, travaillant en Renault souvent, leur mère est mère au foyer, elles n'ont pas du tout le même profil sociologique que ces primo-migrantes qui viennent de milieux aisés. Donc le fait de se mettre avec des femmes blanches, c'est aussi une manière de continuer comme ça une forme d'endogamie sociale. Et moi j'ai envie de dire, pas seulement une endogamie sociale, mais aussi une endogamie raciale. Pourquoi ? Parce que la question raciale, c'est une question qui est processuelle. C'est-à-dire que la race, c'est quelque chose qui dépend de la situation dans laquelle on est. On a tendance à penser que c'est figé dans le temps. Je vous donne un exemple. J'étais en Suisse avec une féministe islamique qui s'appelle... musulmane, je vais y arriver, ça n'a pas la même connotation, j'espère que je suis pas enregistrée. Enfin bon, qui s'appelle Zahra Ali. Elle a écrit un livre génial que je vous conseille qui s'appelle Féminisme islamique, qui c'est aux éditions La Fabrique. Et donc je suis avec elle et je suis avec une autre, donc c'était au congrès des recherches féministes francophones, et il y a une autre femme qui elle vient de Tunisie et qui est, je vous fais un peu le profil sociologique, elle est professeure de français à l'université en Tunisie, elle est très très claire de peau, elle vient d'un milieu très aisé, et donc on se retrouve à César et Bus, donc Zahra Ali qui a du coup est née en Irak mais qui sait très vite qui a grandi en France, et moi aussi qui ai grandi en France, et on commence à discuter et elle dit comme ça, oui, nous les blancs. Et là, Zahra Ali, moi, on se retourne. Parce qu'on s'est dit, non, mais... Et donc Zahra Ali dit, mais tu te considères comme blanche ? Et elle dit, mais je ne suis pas noire. Et elle avait raison. C'est-à-dire que dans son pays, il y a déjà la question du colorisme, elle est très claire de peau. Il y a aussi la question du statut social et le fait qu'elle soit professeure de français dans son pays, elle est blanche. Dans son pays, elle a les privilèges blancs. Et donc, du coup, elle a peut-être pas encore saisi que, du coup, quand elle arrive en Europe, c'est une arabe comme les autres. Voilà. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'est pas comme ça qu'elle se perçoit. Donc pour celles qui sont d'un milieu aisé, de Maroc, Tunisie ou d'Algérie, quand elles arrivent, il y a aussi cette expérience très forte de dire « Oh mon Dieu, je suis considérée comme une arabe », là où accéder à la France me laissait penser que j'allais pouvoir accéder au nec plus ultra de la francité et donc de la blanchité. Donc c'est extrêmement aussi, enfin je trouve ça intéressant de voir du coup comment la question sociale et raciale s'imbrique. Là où celles qui sont nées en France et qui sont d'un milieu plus populaire et souvent aussi plus pratiquantes, au niveau, il y a un autre rapport à la question de la religion musulmane, elles vont avoir tendance à rechercher une espèce d'endogamie culturelle, c'est-à-dire rechercher à se mettre avec des femmes qui sont elles aussi maghrébines ou en tout cas qui sont aussi pratiquantes pour pouvoir continuer à pratiquer leur religion. Surtout parce que généralement dans les milieux... Pas tout le temps, bien sûr. Mais après, tu peux me reprendre tout ce que tu veux. Ah, okay, bon, ça, c'est mon interprétation de ton bouquin. Ah, ok, d'accord, ok. Voilà. Bah oui, pourquoi pas. Voilà. Et donc, pourquoi je disais ça ?
Parce qu'avec cette question-là d'endogamie, d'exogamie, la question des couples mixtes, se pose aussi une autre question qui est très importante, qui est la question du rapport à la famille. Et le rapport à la famille, des primo-migrantes comme des natives maghrébines, elle va se poser d'autant plus avec force que viendra le moment du coming out. Et qu'un certain nombre de femmes qui sont en couple, de femmes blanches qui sont en couple, vont avoir du mal à comprendre pourquoi leur partenaire racisé n'annonce pas à sa famille ou ne divulgue pas à sa famille qu'elles sont en couple et qu'elles ne sont pas juste des amies. Pourquoi elles ne sont pas présentées comme étant des partenaires à proprement parler. Donc cette injonction comme ça au coming out, elle est aussi très très intéressante et elle fait, je trouve en tout cas dans le bouquin, qu'elle montre bien les injonctions contradictoires et les tiraillements auxquels sont confrontées les femmes racisées maghrébines, enfin alors je dis racisées pour dire femmes arabes du Maghreb et de France. En l'occurrence, et c'est pour ça que le racisme joue un poids très important. Il y a aussi un excellent film que m'a conseillé une amie, qui est un film qui est disponible, Alina, malheureusement, dans la salle du coup de la BNF dans la salle P. Et en fait, c'est un film qui a été réalisé par des femmes indiennes dans les années 80. Et le film commence par une femme qui dit « Moi, j'ai pas pu avoir le luxe de rompre avec ma famille pour des questions liées à mon lesbianisme parce que le racisme était tellement violent que j'avais trop besoin d'eux. J'avais trop besoin d'eux pour m'offrir de pouvoir leur dire allez vous faire voir, je fais ma vie et puis je choisis avec qui je dors et avec qui je tombe amoureuse. » Cette question du racisme, elle est du coup extrêmement prévalente dans la question de la lesbianité. D'ailleurs, un certain nombre des enquêtés vont dire que dans le faisceau, dans l'éventail de leurs identités, le fait d'être des femmes, le fait d'être issu de l'immigration, le fait d'être lesbienne, le fait d'être arabe, le fait peut-être d'avoir grandi en banlieue, le fait d'être pauvre ou d'être riche, eh bien la question de la lesbianité naît bien après. Naît bien après, souvent la question raciale est la question de l'arabité, ou en tout cas d'être perçue comme étant des arabes, même si elles sont kabyles, même si elles ne parlent pas arabe, en tout cas la perception, elle est très forte. Et pourquoi est-ce que c'est important cette question d'être perçue ou pas comme étant arabe ou d'être perçue ou pas comme étant lesbienne? C'est Frantz Fanon qui, dans les années 50, alors c'est un auteur martiniquais, dans Peau noire, masque blanc, il dit ça. Il dit bien que la race, c'est quelque chose qui est déterminé de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas votre avis, vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre bouche, on va directement vous étiqueter ou vous labelliser blanche, noire ou arabe. Donc la question de la lesbianité, elle peut encore essayer de se dissimuler, notamment par la question de la féminité, par faire comme si on était amis. La question de la race, l'arabité, etc., ne peut pas se dissimuler. Donc pour elle, c'est souvent un stigmate qui est beaucoup plus prégnant. Et lorsqu'il y a comme ça des injonctions à correspondre à l'homonormativité, c'est-à-dire avoir des cheveux courts, etc., pour des femmes qui ont déjà un certain nombre de stigmates, dont le stigmate extrêmement patent qui est celui du racisme, c'est doublement violent. Et il y a comme ça une phrase d'un sociologue qui s'appelle Kaufmann qui dit « Lorsque on a déjà suffisamment de stigmates, c'est-à-dire suffisamment de tares et de handicaps sociaux pour passer une vie assez difficile, pourquoi reprocher à quelqu'un de vouloir atténuer ou invisibiliser un stigmate lorsque celui-ci ou celle-ci le peut ?» Ce stigmate, il va être d'autant plus invisibilisé qu'un certain nombre d'entre elles vont choisir de garder le silence. Garder le silence, et là c'est extrêmement intéressant parce que justement Salima Mari montre bien que ça veut dire beaucoup de choses garder le silence. Ça veut dire ne pas contredire, parfois. Ça veut dire laisser des non-dits, dire j'ai emménagé avec mon ami, il y a une chambre et on laisse à l'autre, on laisse à sa famille le soin de comprendre que bon, il n'y a qu'une chambre, donc a priori, c'est peut-être qu'il y a plus qu'une amitié. Et puis il y a aussi toute cette culture ouvrière qui est très forte, en tout cas pour celles qui sont nées sur le territoire, du non-dit, du respect, de la pudeur, de ces choses-là, on n'en parle pas. Et donc, c'est extrêmement touchant aussi de voir que c'est aussi des socialisations qui sont différentes. C'est des façons de grandir qui ont été différentes, dans lesquelles la question du rapport à l'intime est considérée comme privée. On ne parle pas des relations privées. À ceci, après, je vous promis, je vous laisse tranquille, mais j'ai tellement adoré ce bouquin que voilà. Il y a un moment qui est extrêmement intéressant. Il ne faudrait surtout pas pour autant rendre le silence glamour, ou rendre le placard glamour, et de dire finalement, ne pas faire son coming out, c'est pas très grave. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a cette phrase d'Audre Lorde qui dit « Le silence ne vous protégera pas plus qu'il ne m'a protégé ». Et quand Audre Lorde est une afro-américaine qui a vécu dans les années 60, c'est une universitaire qui est aussi une poétesse, elle a beaucoup écrit sur le fait d'être une femme noire, lesbienne aux États-Unis. Et je voulais juste vous partager du coup un petit passage de son texte où elle parle de la question du silence et de l'importance de s'exprimer. Il faut savoir qu'Audre Lorde, elle va mourir très jeune, elle aura un cancer du sein. Et au moment où elle découvre qu'on la diagnostique comme ayant un cancer du sein, elle écrit ce livre qui dit « Le silence ne vous sauvera pas ». Je suis de plus en plus convaincue que ce qui est essentiel pour moi doit être mis en mots, énoncé et partagé, et ce même au risque que ce soit éreinté par la critique et incompris. Parce que parler m'est bénéfique d'abord et avant tout à moi-même.
Je suis ici, debout, comme poète noire lesbienne, et tout cela prend un sens encore plus fort parce que je suis toujours en vie, alors que j'ai bien failli ne plus l'être. Peu importe si je n'ai pas dit ce qu'il fallait et si je me suis trahie par toutes sortes de petits silences, remettant ma parole à plus tard ou comptant sur une autre personne pour parler à ma place. J'allais mourir tôt ou tard, que j'ai pris la parole ou non. Mes silences ne m'avaient pas protégée. Votre silence ne vous protégera pas non plus. Mais à chaque vraie parole exprimée, à chacune de mes tentatives pour dire ces vérités que je ne cesse de poursuivre, je suis rentrée en contact avec d'autres femmes et ensemble, nous avons recherché des paroles s'accordant au monde auquel nous croyons toutes, construisant un pont entre nos différences. Les femmes qui m'ont soutenue pendant toute cette période étaient noires, elles étaient blanches, vieilles, jeunes, lesbiennes, bisexuelles, hétérosexuelles, et nous avons toutes pris part à cette guerre contre les tyrannies du silence. Sans la force et l'attention de toutes ces femmes, je n'aurais pas pu survivre indemne. J'ai compris que je n'étais pas une victime, j'ai compris que j'étais une guerrière et que mes mots étaient mes armes. On pourra revenir, si vous voulez, aussi sur les stratégies adoptées et sur la question ou pas du coming out et les modalités éventuelles d'un coming out. Et je serais très heureuse d'entendre Salima sur ces questions, notamment aussi sur la question de carrière lesbienne. J'ai certaines amies à moi qui ont été un petit peu, vous allez dire, bousculées par l'idée qu'il y aurait de carrière lesbienne, et par un autre terme que tu dis, où tu dis on ne naît pas lesbienne, on le devient, et sur aussi cette question de la construction finalement de l'identité et d'un apprentissage de la lesbianité. Mais avant ça, j'aimerais beaucoup qu'on entende mon amie Sabrina, qui a beaucoup de choses à nous dire aussi sur cet ouvrage. Merci. Moi, j'ai pas beaucoup de choses à dire en fait. J'ai pensé au titre de ton ouvrage et une des premières choses que je me suis dites, en fait, une des premières phrases qui m'est venue en tête, c'est une phrase de Kerry James qui disait « Est-ce que l'amour nous a rayés ?» Et je me suis demandé, est-ce que nous, dans cette carrière lesbienne, ces termes, je les réfléchis et je me suis demandé, mais quelle était la mienne ? Comment moi je me sentais concernée de ça, et en fait c'était flou. Et j'ai réalisé que les flous, que si c'était si flou que ça, c'était les fruits du silence. Et que le silence, tu parlais d'auto-représentation et comment on se pensait. Moi je pense que je me suis auto-censurée pendant très longtemps et que ça a été normalisé. Et du coup, qu'est-ce qu'être lesbienne ? Je me le demande encore. Je me dis, je vais avoir 28 ans, d'autant que je sache, ça a été toujours les chattes, si je peux résumer ainsi, c'était ça. Mais j'ai écrit quelque chose et j'ai même pas envie de le lire, je me dis, ça c'est la revanche de mes 16 ans. Vraiment, vous êtes cette revanche-là. Et rien que pour ça, j'ai envie vraiment de vous laisser cette parole. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je me demande, est-ce que je vis encore à moitié ? Est-ce que je suis vraiment lesbienne ? Et pourquoi j'y arrive pas ? Parfois, j'y arrive pas. Et j'ai beau relationner. Ma belle-sœur, un jour, m'a dit « Mais t'as pas l'impression que si tes relations, elles deviennent pas sérieuses, c'est parce que tu le veux pas ?» Et là, je me suis dit, elle me fait « Tu veux des enfants, tu veux un mariage. Pourquoi ça s'arrête ?» Et là, je me suis dit, est-ce qu'on se rejette pas de l'amour ? Est-ce qu'on se raye pas, nous, de l'amour ? Donc voilà, et j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre toutes et tous la parole aujourd'hui. On a cet espace. Moi, j'ai douillé pour l'avoir et je suis très contente de le dire. Donc, je ne lirai pas tout ce que j'ai écrit. Moi, je vais vous écouter. Voilà. C'est pas une réponse. Ce n'est pas une réponse. Alors, je viens de me rendre compte, donc c'est mes premiers pas dans l'après-ouvrage, hein, et je suis en train de découvrir qu'est-ce que être lu et comment on est lu. Et donc c'est pour ça que je suis désolée, j'étais interrompue tout à l'heure, c'est pas mon, c'est comme si c'est vrai que passé 6 ans et plus tard après avec la publication, donc presque 10 ans avec ça, c'est à chaque fois j'ai les paroles justement de celles qui m'ont confié les bribes de leur vie, et c'est mon obsession un petit peu d'être fidèle, mais on ne peut jamais être fidèle parce que c'est déjà transformé, retransformé, même si j'ai voulu prendre le maximum d'extraits pour qu'elles soient présentes et ne pas être des brouillons de la recherche. Mais aujourd'hui, donc là, vos témoignages, votre lecture, relecture ne m'appartiennent plus, et je pense que c'est une continuité. Voilà, je pense que cette histoire de lesbienne en devenir que j'ai imaginé à un certain moment dans un article,
voilà, c'est un processus. Et donc, quand j'ai utilisé le mot, j'allais dire, barbare de carrière lesbienne, donc dans un concept purement sociologique, je ne vous le cache pas, pour donner une légitimité à un objet de recherche, mais que j'ai voulu lui redonner de la poésie, hein, un peu de, justement, et c'est ça, c'est ton témoignage là, maintenant, enfin, j'ai aucun mot à dire, je n'ai pas de réponse à donner, je suis désolée, ce sera un autre silence, mais c'est un silence pour dire, oui, brisons le silence. C'est le moment de briser le silence, si vous avez des questions, Dania. Alors du coup, il y a des petits papiers, ils ont circulé, je suppose, ils étaient derrière. Mais si vous vous sentez, alors pour celles qui ne se sentent pas, voilà, de poser directement la question, vous pouvez noter. Pour celles qui se sentent de les poser, n'hésitez pas à lever la main et on discute. Oui. Alors, pas du tout obligé de réponse, très personnelle, mais qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ce sujet de thèse? Alors, il y a une raison subjective, une raison objective. Donc, je suis toujours dans le milieu de la recherche. Donc, j'interviens toujours dans ce cadre-là. Je ne suis pas encore, Fatima et d'autres personnes ici le savent. Il y a encore des contraintes. Je ne suis pas titulaire. Je suis en train toujours avec un objet comme ça, avec toutes les contraintes au niveau de la recherche et de l'université en général. Il y a certaines choses que je ne peux pas dire. Donc, il y a la contrainte universitaire qui me poursuit. Même si j'ai un pied à l'extérieur, je continue. C'est comme ça. Et donc, vous pouvez deviner, ça, il n'y a pas de souci. Hein, ça ne me dérange pas du tout. De l'imaginaire, il n'y a pas de souci. Y compris au sein de l'université, parce qu'il y est. Ensuite, la raison objective, c'est celle, justement, le jour où j'ai voulu savoir qu'en est-il de la question, qu'est-ce qu'il a été fait, écrit, et c'était presque le néant, j'allais dire, ce silence. Et il fallait un peu d'audace, un peu de persévérance, donc il n'y a pas de sans financement, voilà. Donc il fallait le faire. Pour répondre clairement à votre question, c'est un acte militant. Voilà. Il fallait faire exister ce sujet pour faire exister les personnes qui ont parlé à l'intérieur. Alors, on a déjà quelques questions, puis après on reprend, il n'y a pas de souci. Alors, une question, c'est quelle place prend le racisme dans la vie de couple dans ton enquête? Alors, donc... ça commence fort, hein? Aïe, aïe, aïe. Non, cet exercice-là avec la feuille, c'est pas... Parce que moi aussi, je dois répondre avec la feuille dans ce cas-là. Non, mais je veux dire, le rapport, voilà. Alors, le racisme, je n'ai pas... Il y a des situations déséquilibrées, effectivement, dans le couple. C'est pour ça que je voulais te reprendre tout à l'heure, mais par rapport aux enquêtés, attention, c'est une enquête qualitative. Donc il n'y a pas de... C'est pas un échantillon énorme, quantitatif, où on peut avoir la possibilité de généraliser. Mais pour les lesbiennes que j'ai rencontrées, la plupart, effectivement, la majorité, donc 52, la plupart du temps, elles sont en couple dit mixte, et y compris dans les deux cas de figure, c'est-à-dire les migrantes et les descendantes de parents maghrébins. Et donc, je pense, donc là, du coup, alors les situations, est-ce qu'on peut l'appeler du racisme, mais dans le continuum des rapports sociaux de race, il peut y avoir un certain déséquilibre dans ce que, je reviens au concept de carrière lesbienne, c'est-à-dire la façon comment on va vivre sa lesbianité, son lesbianisme, des unes et des autres. C'est-à-dire, il y a un moment, par exemple, donc les lesbiennes dites
blanches, je suis désolée pour celles qui sont mal à l'aise avec la question de blanches, mais franco-françaises, qui ne sont pas originaires des migrations récentes post-coloniales. Donc il y a le besoin de le dire par exemple à la famille et de le dire clairement. Il y a une certaine honnêteté lesbienne, sexuelle. De l'autre côté, il y a ce déséquilibre, c'est que la plupart du temps, la chose n'est pas envisagée. Et donc, il y a un déséquilibre à ce niveau du coming out famille, on est pour leur famille, qui va perturber la relation lesbienne. Autrement dit, c'est le quotidien. Noël, meilleur exemple. On va chez la famille de l'une et c'est un couple lesbien clairement défini, présenté comme tel. Et de l'autre côté, s'il y a des dîners, alors je lui dirais l'Aïd, et donc, et qu'on a envie d'emmener sa moitié, comme il n'y a pas eu de coming out officiel, donc l'autre doit continuer à la présenter éventuellement comme meilleure amie, ce que très souvent l'autre refuse, alors que l'autre il se retrouve dans l'impossibilité de faire le coming out. Donc il y a la question individuelle qui va perturber la question du couple. Donc est-ce qu'on est en situation, je n'oserais pas parler du racisme parce que ça peut être violent, mais allez, on est dans ce continuum où il y a un déséquilibre, effectivement, en termes de ne pas prendre en considération, on ne va pas prendre en considération les trajectoires et les expériences des unes et des autres. Donc, à la mutinerie, vous dire ça, c'est-à-dire qu'il faut avoir le courage, mais à bas la famille, ainsi de suite, c'est facile, il n'y a pas plus facile à dire dans les discours. Dans la vie de ces lesbiennes que j'ai rencontrées, c'est tout simplement un combat au quotidien de vouloir préserver sa moitié, sa chérie, et en même temps sa famille chérie aussi, tout aussi chérie. Donc voilà, donc c'est, il y a ça, c'est j'allais dire les conflits les plus importants dans ces situations de couple mixte. Quel rôle peut jouer l'État ? Quel rôle? Ah bon, il est incomplète, je suis désolée, c'est pas que je respecte toutes les questions, vous avez compris. C'est que... Alors, je n'ai pas les moyens de demander la précision parce que la personne là a écrit la question. Mais quel état? Et donc quoi? Pourquoi faire? Comment? Le rôle dans quoi? Le rôle dans quoi? Est-ce que je peux supposer le rôle de l'État pour aider ces lesbiennes? Je suppose, hein, je ne sais pas. Hein. Donc c'est pas ça la question. Vas-y, dis-moi, tu as une hypothèse? Vas-y. Tu sais, sur la question des papiers, et que du coup cette Kylian... Tu penses? Bah, je pense que ça marche mieux dans la relation. Je sais pas. L'État, je suppose l'État français? L'État algérien, marocain? Non, mais on peut aller loin. C'est ta question? Oh, Camille! Oh, merci! Venez! Tu as fait exprès. La question c'était vraiment particulière à la loi pour le mariage pour tous. Est-ce que ça aurait pu, ça pourrait ou ça a pu changer quoi que ce soit dans la vie? Par rapport au mariage pour tous, c'est ça? Oui. Et puis les lois sur l'adoption. D'accord, ok, d'accord. Alors, le mariage pour tous, j'ai bien peur qu'il ne soit pas vraiment pour tous et toutes, hein, en réalité. Ouais. C'est... Il est important pour certaines personnes qui veulent effectivement officialiser une relation et les avantages qui vont avec, hein, bien sûr. Hein, il y a des avantages notamment lorsqu'il y a des enfants ou lorsqu'il y a en cas de décès du conjoint, enfin une sécurité. Hein, concrètement, c'est pas simplement abstrait. Hein, c'est des avantages donnés par l'État à l'institution du mariage. En général, hétérosexuel, hétéronormatif, mais aussi, dans ce cas-là, mariage pour tous, donc homosexuel.
Alors, à l'époque, quand j'ai commencé mon travail, voilà, j'étais à la fin, donc j'ai pas eu l'occasion d'explorer cette question donc du mariage. Mais pareil, c'est comme la question du coming out. J'allais dire quelque part le mariage pour tous, donc pour ces lesbiennes, c'est officialisé, d'accord, devant l'État, mais ça peut être très fort, hein, symboliquement, c'est-à-dire c'est briser un silence et c'est aussi aller au-delà, c'est-à-dire une confirmation de ce qu'on est réellement, finalement. Hein. S'il y a un doute, cette carrière, finalement, c'est quelque part, c'est le bout, si on peut parler d'un bout, de mariage. Mais par contre, pareil, hein, ça peut être un mariage sans que la famille soit au courant, donc ça c'est possible aussi. Moi j'ai en tête, parce que c'était l'époque où c'était plutôt le Pax, d'une enquêtée qui m'a dit qu'elle s'est paxée en présence de ses frères, parce qu'ils étaient au courant, et de ses sœurs, mais pas ses parents. Elle m'a dit tout simplement, je ne savais pas comment expliquer à ma mère que ce soir je vais paxer. C'est simple. Comment expliquer le Pax à ma mère? Donc sachant que, effectivement, donc c'est milieu populaire, avec la langue, très souvent c'est l'arabe dialectal ou le kabyle ou berbère, et donc le Pax, donc un pacte, même en français on ne sait plus ce que ça veut dire. Donc, et donc comment expliquer ça? Donc c'est déjà difficile de formaliser, donc c'est à la fois c'est une question linguistique, c'est une question institutionnelle, donc l'institution de l'État ne semble ne pas concerner tout le monde. Donc, elle a trouvé cette stratégie-là. Elle m'a dit, j'aurais pu lui dire, ce soir je vais me marier, mais je ne vais pas lui dire, ce soir je vais me marier, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour elle, dans le sens où je veux bien l'inviter, qu'elle assiste, qu'elle soit heureuse avec moi, mais voilà. Donc, j'allais dire, c'est une autre question. C'est à suivre. Merci. Désolée pour... Penses-tu continuer à travailler sur ce sujet? Et la personne rajoute, dis oui s'il te plaît. Alors, oui, si vous le voulez, oui, bien sûr. Non, mais c'est un investissement très dur. Il faut vivre. J'allais dire, c'est une question de vivre. C'est-à-dire, si c'est une question aussi de. L'argent, c'est le nerf de la guerre, dans le sens, ce n'est même pas gagner beaucoup d'argent, c'est juste gagner pour payer son loyer à la fin du mois. Et je peux vous assurer que c'est un combat de tous les jours, de faire de la recherche sans être financé. Et donc ce type effectivement, de questions, ça me fait vraiment plaisir de vous voir tous et toutes ici. C'est la plus belle récompense. Ça vaut, je ne sais pas combien, et toutes les nuits, toutes les journées à faire ce travail. Et donc voilà, je veux bien, si il y a la reconnaissance institutionnelle, de pouvoir dire ce que vous faites, il est important, il est légitime, il est intéressant pour la société française, pour l'État français, peut-être. Et donc, l'argent du contribuable, est-ce qu'il est mérité pour quelqu'un qui veut s'investir dans sa question parce qu'elle pense c'est une question légitime et primordiale. Voilà, donc j'ai répondu. Donc, oui, si j'ai les moyens de... Alors, une autre question qui n'est pas facile non plus, je suis désolée. Vas-y. C'est comment parvenir à être une femme libre dès lors où nous naissons déjà opprimés par l'État, la famille et les racismes? Il faut se battre. Voilà. La vie est une lutte. Et on a des instants de liberté. Personne n'est totalement libre de toute façon. La liberté, c'est une question comme philosophique. Comme question philosophique, on est tous et toutes face à des contraintes à des moments où on est contraint, on n'est jamais totalement libre. Donc, il y a certains qui parlent de liberté sexuelle, dans ce cas de figure. Il y a aussi la liberté de circulation, pour les questions de lesbiennes, par exemple, sans papier. Il y a la question il y a beaucoup de choses. Donc, les contraintes institutionnelles, dans ce cas-là, il faut la révolution. Mais je ne vais pas appeler l'insurrection là ce soir. Mais il faut se battre, justement.
Et je pense que même si ces lesbiennes qui ne sont pas militantes en tant que telles et qui recherchent beaucoup plus l'invisibilité que la visibilité, donc celles qui m'ont parlé, je pense qu'elles contribuent à leur manière, face à leur résistance quotidienne face à l'hétérosexisme et à la contrainte de l'hétérosexualité dans un contexte imbriqué de racisme, de sexisme et d'homophobie. Donc au milieu de tout ça, elles arrivent à continuer d'exister. Donc c'est les plus belles, pour moi c'est des résistances, pour certains c'est des micro-résistances, mais c'est des résistances quand même, parce que individuellement, c'est-à-dire même pas dans des structures de collectifs, de groupes, théorisées ou pas, elles arrivent à, pour certaines d'entre elles, à continuer d'être lesbiennes. Et ça, c'est face à tout ça, à toutes ces contraintes, elles luttent à leur manière. Donc, réponse, je sais que on a envie que ça change, que tout le monde soit libre. Il y a des contraintes, voilà, il y a des contraintes. Donc, il y a des organisations collectives pour lesquelles il faut se battre. Il y a plusieurs associations forcément, mais collectifs et des gens qui prennent la parole pour s'exprimer pour garder leur liberté à leur niveau. Donc c'est pour ça que j'ai dit les libertés, c'est liberté sexuelle, liberté de circulation, liberté de vouloir garder je sais pas, son identité, ses identités, des identités plurielles, et ainsi de suite. Donc il faut lutter et chacun à son niveau. Donc moi personnellement, mon niveau c'est de produire cet ouvrage. Merci. Du coup, vous pouvez continuer à écrire des questions là, ou alors on peut les poser comme ça. Je voulais aussi vous préciser aussi que c'est normal, les doutes dont parlait tout à l'heure Sabrina, il y a aussi la question du syndrome d'imposteur. Alors ça c'est classique aussi chez les femmes en général, c'est-à-dire quand elles rentrent dans des milieux qui sont très masculins et qui sont du coup très dominants, il y a toujours ce sentiment de est-ce que je suis à ma place. Dans le milieu de la recherche dont tu parlais, c'est un sentiment permanent, le fait d'être une femme et le fait d'être une femme racisée dans un milieu de recherche qui est dominé par des hommes issus de classes sociales extrêmement privilégiées, de se dire finalement est-ce que je fais bien d'être ici. Dans le milieu lesbien, probablement aussi la même question se pose de la légitimité, est-ce que je suis une vraie lesbienne, à partir de quel moment on est une vraie lesbienne, est-ce que dans sa propre communauté, quand on est arabe et quand on est musulmane surtout, est-ce qu'on est légitime à se continuer à dire qu'on est musulmane, quand pour beaucoup en fait on est presque excommunié du fait de son orientation sexuelle. Donc la question de la légitimité, elle se pose en permanence, et surtout parce que c'est une chose qui vient de l'extérieur, la légitimité, c'est-à-dire qu'on attend que quelqu'un nous valide en quelque sorte. Et la dernière fois, dans une discussion que j'avais, la personne m'a dit peut-être qu'il faut poser la question différemment, et plutôt que de se poser la question de la légitimité, c'est-à-dire qu'est-ce que les autres pensent, est-ce qu'ils me valident ou pas, se poser la question de son intention. Et se dire si son intention finalement c'est d'être sincère avec soi-même et sincère à d'être ce que l'on est, à la fois musulmane et à la fois lesbienne, à la fois de milieu populaire et ouvrier et en même temps être intellectuel, finalement se dire si mon intention c'est simplement d'être pleinement moi-même, je vois pas à qui je peux faire de mal. Bon. Ça, c'était une piste de réflexion. Non, je serais heureuse de continuer à entendre vos questions. Alors, il y avait une question au fond. Oui, je t'en prie. Oui, dans ça. Allez, vous Est-ce qu'elles ont plus espoir? Parce que je vais raconter vite fait, moi il y a... Est-ce que tu veux prendre le micro et venir là?
c'est mieux. Si tu peux avancer sans forcément le micro, parce que je t'entends. Je suis désolée, je vous entends pas. Personnellement, je trouve que je n'entends pas. Pas forcément le micro, hein, c'est juste une avance. C'est pas grave, c'est bien. Ouais. Voilà. Ah, Vous pouvez aller commander quand vous voulez. Hein. Et donc moi, cette question, elle est importante parce que il y a plus d'une dizaine d'années, avec d'autres lesbiennes issues des quartiers populaires, parce que la réalité c'est qu'il y a une différence entre les primo-migrantes et nous. Je trouve que quand bien même on aurait une situation différente, un pays différent, c'est la galère, parce que il y a d'autres problématiques qui font qu'on... on a essayé de lancer un forum qui s'appelait Mitliga. Je crois que c'est de ça que je parlais. Voilà. Je dis rien. C'est Protection tu peux des... dire après, voilà. Moi, je t'aime pas les noms des autres. Mitliga. C'est un mot un peu positif pour dire lesbienne en arabe. Et ça avait plus ou moins bien marché. On s'est rencontrés, on a réussi à avoir plusieurs meufs de quartier. Mais après, il y a les réalités qui nous rattrapent, c'est-à-dire nos propres démons, comment on doit jongler avec le travail, la famille, tous nos problèmes. Bref, c'est que ça s'accumule. L'intersectionnalité, c'est le cumul des merdes, en vrai. Non, mais pour l'instant, je ne vois pas l'intersectionnalité positive, je ne connais pas. Concrètement, dans la... Non, mais c'est vrai, dans la... Comment on la vit, franchement, c'est difficile, je veux dire. Et est-ce que c'est bien ou pas bien? On est tous les jours lesbiennes, tous les jours musulmanes, tous les jours rebeux. Mais après, exister, c'est ce que l'autre aussi te renvoie. Et ce qu'on nous renvoie souvent, c'est pas beau. Et j'aimerais bien, ça reste mon souhait, hein, même si ça y est, j'ai lâché l'affaire sur ça, que les meufs qui sont lesbiennes de l'immigration ou issues de l'immigration, elles aient plus de modèles ou qu'elles puissent se reconnaître, parce qu'on a besoin de miroirs, hein, parce qu'on va devient un peu schizon, on devient un peu ouf. Et il faut se battre, hein. On le fait, hein, mais on le fait sur différents plans, mais c'est tellement dommage de croiser des gens, de ne pas se connaître et d'être décalé. Moi j'ai grandi en quartier populaire, mon rêve c'était de quitter le quartier, je l'ai quitté, mais la vraie vie je ne savais pas que c'était ça. Je ne savais pas que c'est ouf, hein, qu'il y avait le racisme, qu'il y avait l'islamophobie. Donc il y avait d'autres problèmes à régler. Que d'être, ça y est, c'est la fête tous les jours, ça va être donc, donc ton livre, je vais me précipiter, mais j'espère que ça va, ce soir, qu'il y aura des échanges et de l'espoir, parce que la période, elle n'est pas facile. Et quand tu disais l'État, il ne faut pas oublier quand il y a eu le mariage pour tous. Pour moi, je dis que le mariage pour tous, il nous a mis dans la merde. En général, le mouvement LGBT, hein, parce que les fachos là, qui sont pris la confiance depuis, régulièrement on reçoit des textos où on nous dit faites attention, ils sont dans le coin, dans le marais, hein, c'est pour dire, hein, ça a commencé. Et il y a une circulaire qui était sortie, que l'État a sortie, qui dit qu'il y a une dizaine de pays qui ne font pas partie de cette loi. Et ça, faut pas l'oublier. Bon, une circulaire, c'est pas la loi, mais c'est... Allez, c'est pour ça. Voilà. Est-ce que tu peux préciser... Alors déjà, on l'applaudit. Merci. Préciser les modalités de la circulaire, parce qu'on dit que le mariage pour tous, c'est pas vraiment pour tous. Il y a une raison. Non, mais je crois que ça a changé. Hein. Ça a changé. Ça a changé. C'est tout juste après, en fait, il y a eu certains pays, notamment qui voulaient pas, enfin, parce qu'il fallait des accords bilatéraux. Et il y a certains pays, y compris de l'Europe de l'Est, et donc
de mémoire, je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'il y avait la Pologne, et il y avait certains pays, allez, je vais dire certains pays musulmans, on peut le dire, hein, certains pays, parce que concernant, je suis musulmane, donc je peux le dire, et donc qui ne pouvaient pas justement, donc quand ils ne sont pas français, donc ils sont ressortissants, ils ne pouvaient pas se marier, donc ils n'avaient pas le droit. Et donc il y a eu des réclamations, et donc ça a pris du temps, c'était à l'époque de Christian Taubira, et je pense que ça s'est réglé depuis. Une autre question? Chris, c'est pas sûr. Si, soit oui, soit non. Ça, On n'a pas réussi à se paxer. Ah, se paxer, d'accord. Ah, c'est paxer, ok. Non, mais voilà, ok. On reparlera après, parce que c'est des choses mieux. Là, et ici, ok. Ouais, moi j'ai une question sur les ponts possibles entre les pays du Maghreb. Parce que vous faites une différence entre primo-migrants et Oui. Est-ce qu'il est assez long pour... Il se trouve que par exemple, au Oui, ça Maroc, va. on a des mouvements LGBT Oui. qui commencent un petit peu à grandir. Et est-ce que vous, dans vos enquêtes, dans tes enquêtes, est-ce que tu as constaté un pont, comment ça se fait entre des primo-migrantes et des migrantes des personnes issues de l'immigration? Quelles sont les différences, tu évoques des différences sociologiques entre ces deux populations. Est-ce que tu as des obstacles, une difficulté à ce que